Il y a certaines choses qui n'étaient pas réalisables avant, en fait. Parce que des éléments trop petits, cachés dans des endroits inatteignables, c'était pas faisable forcément tout le temps à l'atelier. Alors qu'à la CAO, en fait, on peut directement travailler à l'intérieur d'un objet sans pour autant toucher à l'intégrité. Une fois qu'on le fait en 3D, on voit tout de suite les contraintes qu'on va avoir et on peut plus facilement s'adapter et modifier la pièce en fonction. Vous êtes-vous déjà demandé à qui sont les mains qui fabriquent chaque jour la mode et le luxe ? Derrière chaque vêtement, chaque accessoire et chaque objet, il y a des femmes et des hommes qui perpétuent au quotidien des gestes et transmettent leur passion. Ce podcast va vous emmener à la rencontre de ces amoureux du savoir-faire, des anonymes qui détiennent un savoir précieux pour faire la mode et le luxe de demain. Aujourd'hui, ces femmes et ces hommes de l'ombre nous racontent depuis les coulisses leur métier, leur passion, leur envie de transmission d'un savoir-faire unique. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a plus que jamais la nécessité d'assurer la relève de ces métiers d'exception. Bienvenue dans le podcast Savoir pour faire. Sous le soleil étincelant de Nice, nous avons rendez-vous aujourd'hui au Majestic. Ancien palace de la Belle Époque, le Majestic a vu un certain nombre de personnalités séjourner sous son toit, telles que Colette en 1911. Transformé aujourd'hui en regroupement d'appartements et de bureaux, le palace héberge également l'Académie de gémologie appliquée et technique. Parmi les formations que l'école dispense, celle de designer 3D qui désormais s'impose dans le monde de la joaillerie. En haut du majestueux escalier, Victor Borel, designer 3D à son compte, nous reçoit. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue au Majestic. Je vous reçois ici parce que on est en train de mettre en place ici un centre de formation à la 3D au sein de l'école Agathe. Et donc, ce sont des cours de formation en gémologie de haut niveau. Et vous y faites quoi dans cette école ? Parce qu'évidemment, on va parler de votre métier de designer 3D, mais c'est pas ici que vous travaillez tous les jours quand même. Non, en effet, j'ai ma propre structure à l'heure actuelle chez moi. Ici, je me contenterai de faire des formations pour les différents étudiants que je pourrais accepter. Là, pour le moment, en fait, moi, ça fait que 2 mois que je suis dans le sud. Avant, j'étais sur Paris. C'est pour ça que là, on est vraiment en train de faire la recherche d'étudiants pour ces cours. On va aller d'abord voir la dernière machine que vous utilisez dans votre métier pour se mettre bien dans l'ambiance. Je vous suis. Alors expliquez-moi un peu cet engin qui est pas si gros que ça, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus gros. Non, donc effectivement, c'est une imprimante 3D. Donc elle est faite pour faire des modèles de présentation principalement, mais aussi des modèles que l'on pourra envoyer à la fonte pour pouvoir la transformer en métal directement. Victor, vous pouvez me raconter un peu comment vous êtes arrivé à devenir designer 3D ? Ça a l'air d'être un métier qui a le vent en poupe. Il y a de plus en plus de joailliers ou de bijoutiers qui le font. Alors comment on en arrive à choisir cette voie-là ? C'est vrai que moi, au tout début, c'était pas du tout vers ça que je m'orientais, bien que j'avais d'abord en fait essayé de rentrer dans une école de 3D. Bien avant, quand je cherchais encore ce que j'allais faire dans mon avenir. Et puis finalement, ça n'a pas marché. Je ne suis pas rentré dedans parce que j'avais été très intéressé par les images du film Nemo. C'est ça à la base qui m'a vraiment intéressé quand je cherchais ma voie. Et puis finalement, je me suis lancé dans la joaillerie, ce qui avait absolument rien à voir, un métier manuel et vraiment porté sur l'art. Et au fur et à mesure que j'avançais, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait aussi la possibilité de se lancer sur la 3D à partir de ce que je maîtrisais déjà. Donc j'ai commencé à m'y essayer quand j'étais encore à l'école et puis j'ai adoré. J'ai adoré et c'est vraiment devenu, alors que j'adorais la joaillerie et que j'en avais fait une passion, la 3D était devenue encore plus important pour moi.
Et c'est comme ça que je me suis lancé. Au final, j'ai réussi à trouver une maison qui a pu me former parce qu'à l'école, les formations étaient un peu rapides. On n'avait que très peu de cours. C'était juste histoire de nous dire ça existe, mais sans forcément chercher à faire de nous des développeurs 3D en joaillerie. Et donc au final, j'ai réussi à rentrer dans une maison qui m'a formé de A à Z sur mes logiciels. Donc ce que vous avez fait, c'est comme beaucoup, un CAP, le brevet d'art ou pas? Alors moi j'ai pas passé le brevet d'art, mais j'ai fait effectivement le CAP, ensuite j'ai fait une mention complémentaire joaillerie, suivie d'un CAP certissage. Alors je voulais faire quelque chose d'assez diversifié justement, histoire de connaître un petit peu tous les corps de métier. Je voulais pas tous les faire, je voulais juste comprendre de quoi le métier parle. Et au final c'est très bien ce que j'ai fait par rapport à la suite, parce que c'est après tout ça que je me suis lancé dans la 3D. Et en ayant fait de justement passer tous ces diplômes sur tous ces domaines-là, ça m'a permis de mieux comprendre la 3D derrière que j'allais faire. En fait, j'ai eu la chance que donc mon premier patron est venu à l'école pour chercher un étudiant à former. Et donc j'ai eu mon job comme ça. Dans la joaillerie, la 3D, c'est vraiment très très récent. Ça a vraiment pris son essor, je dirais, il y a 5 ou 6 ans. Alors c'est quoi être joaillier en 3D? Parce que finalement, quelque part, c'est ça. C'est ça, oui, c'est un peu la double casquette, même si j'ai très peu d'expérience à l'atelier. Sur la partie théorique, à la limite, je suis plus que calé. D'ailleurs, vous le recommandez plutôt à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. De passer d'abord par, si on veut faire des bijoux en 3D, il vaut mieux savoir déjà les faire en réel. Je connais de nombreuses personnes qui se sont lancées en fait dans le design 3D de bijoux sans avoir aucune formation joaillière. Et c'est un peu un fiasco parce qu'ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'il faut telle épaisseur. Et c'est vrai qu'ils ont énormément de mal à comprendre les différentes contraintes physiques du métal. Donc pour moi, avoir travaillé le métal, avoir serti, avoir mis pour le coup de la sueur et du sang sur mes pièces, c'est vrai que c'est vraiment très important pour comprendre comment réagira le métal si on fait ça ou telle chose. Ah oui, maintenant c'est sûr que les processeurs ont des capacités de calcul telles qu'on arrive à calculer des volumes complexes en fait grâce à ça. En très peu de temps, parce que cette pièce en réalité donc, m'a demandé à peu près 2 ou 3 heures de travail. Et au bout de 3 heures de travail, je peux livrer une pièce complexe qui a eu plusieurs validations à un client. Et même si on le désire, on peut... Là, si je la sors en fait, sur les imprimantes que nous avons là-bas, en fait, elle sort en 2 heures. Donc dans 2 heures, je pourrais vous montrer un modèle de cette pièce directement. En imprimante 3D sur de la résine, c'est ça? Exactement. On est gémologues, donc tous les deux, on est du métier un peu, et moi je m'intéresse à tout ce qui touche aux pierres, y compris, enfin depuis l'exploitation dans la mine jusqu'à la création de bijoux, quoi. Donc je trouve que tout ça, en fait, c'est complémentaire. Ça, c'est une chaîne, en fait, qui va de la mine jusqu'à la bijouterie, quoi. Et vous connaissiez un peu ça, le design 3D ou pas? Oui, j'en avais entendu parler, j'avais vu déjà un certain nombre de choses, mais bon, c'est intéressant de discuter avec quelqu'un qui pratique. Ça vous bluffe un peu? C'est spectaculaire quand on voit la finition et le travail qu'on peut faire avec. Vous avez des étincelles dans les yeux. Complet, parce que c'est vrai que nous on achète des pierres, après on les revend, que là on voit vraiment le produit fini monté sur bague, et c'est vrai que ça touche à tous les corps de métier. C'est vrai que c'est toujours intéressant de tout connaître de A à Z, d'où c'est qu'on trouve la pierre, et après la pierre, une fois finie, la demande du client final, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est être designer 3D de bijoux? En général, donc, le projet initial, même si ça peut être le cas, ne vient pas de moi. C'est toujours un designer qui me présente un dessin, souvent inspiré d'une pierre ou d'une plante ou de quoi que ce soit qui puisse attirer son attention. Et à partir de là, en fait, moi, mon boulot, ça va être de donner de volume à ces bijoux dessinés en 2D. Là-dessus, il faut avoir quand même une grosse part de
de créativité parce que le dessin est peut-être fait en 2D, ce qui veut dire que je n'ai pas la totalité des vues, donc il va falloir que j'imagine un petit peu la perspective, que je visualise déjà à l'avance dans ma tête le volume. Et parce que si je mets en volume un objet qui est tout plat, c'est vrai que ça peut me manquer un petit peu d'âme, et ça va être là l'important, c'est vraiment de réussir à donner une âme à ce dessin en 2D. Donc il faut avoir le côté créatif et artistique aussi, pas seulement informatique. Exactement. En fait, c'est un travail qui réunit énormément de compétences parce que, voilà, comme on l'a dit, créatif, artistique, il faut avoir effectivement les compétences informatiques, comprendre son logiciel et être capable de travailler de concert avec les différents corps. Les principaux, ça va être effectivement le designer qui est l'étape avant et le joaillier qui est l'étape après. Parce que si on lui fait quelque chose et qu'au final, lui, il comprend pas comment est-ce qu'on veut le monter, parce que pareil, moi je vais faire un puzzle, une sorte de Lego avec ce bijou en 3D qui ensuite partira à la fonte. Et une fois que le joaillier récupérera tous les éléments, moi je vais lui faire une fiche, un petit peu comme un plan de montage Ikea. Il va pouvoir assembler tous les éléments, les souder ensemble. Mais des fois, c'est pas logique. Et du coup, parce qu'on peut avoir une vision des choses, et c'est pour cela que l'entraînement et le fait d'avoir travaillé à l'atelier est très utile, parce que moi, au moins, ça me permet de pouvoir anticiper sur la plupart des problèmes qu'on va avoir. Quel genre de logiciel vous prenez ? Il y en a un particulier pour ce genre de travail ou... Je préconiserais d'utiliser plusieurs logiciels. Alors c'est pas facile parce qu'il faut maîtriser, chaque logiciel est très particulier, c'est tout un logiciel à réapprendre. Moi, à l'heure actuelle, je travaille sur 2 logiciels. Je travaille sur 3 designs principalement. C'est le logiciel avec lequel je me suis formé avec mon premier job. Et je me suis mis aussi à ZBrush, qui est un logiciel qui va me permettre de faire des choses un peu moins mécaniques et beaucoup plus végétales ou vraiment humanoïdes en fonction de ce que je veux faire avec. Et ça, ces logiciels, ça met du temps à être maîtrisé ? Oui. Évidemment, entre comprendre et chaque outil et plus les spécificités, comme je disais, tous les logiciels ne réagissent pas forcément de la même façon, ils ont leur propre façon de calculer. Donc effectivement, c'est tout un tas de paramètres à prendre en compte. Donc moi, je pense qu'il m'a fallu, avant d'être vraiment efficace dans mon job, il m'a bien fallu 2 ans à travailler dessus en permanence. Je vous demandais tout à l'heure qu'est-ce qu'on a en face de nous. Finalement, pas grand-chose, mais quand même. C'est-à-dire que vous n'avez pas, comme beaucoup de vos collègues, des petits marteaux, des petites scies, etc. Mais vous avez 2 écrans, un ordinateur, un deuxième écran, plus le grand écran. Bon, là, aujourd'hui, c'est pour faire... pour de la présentation uniquement. Pour de la présentation, mais sinon, vous travaillez juste avec ça ? Exactement, voilà. Ici, donc on va avoir effectivement mon ordinateur, avec donc mon écran, ça sera lui vraiment qui va gérer tout. Le deuxième écran, en réalité, c'est pas simplement un écran, c'est une tablette tactile qui s'utilise aussi avec un stylet. Ce qui va me permettre justement sur le deuxième logiciel ZBrush dont je vous parlais, de pouvoir dessiner directement sur la tablette ce que je veux faire. Donc je travaille sur un objet, en fait on essaie de représenter des vagues en fait. Donc ça, c'est le principe, c'est inspiré d'un coquillage et on essaie de modéliser des vagues qui vont tourbillonner un petit peu autour, et ça c'est quelque chose que je ne peux faire uniquement sur un logiciel qui a la souplesse de laisser un peu libre cours à ma créativité et qui soit pas trop strict en termes de manipulation. D'où le fait que ce logiciel est parfaitement adapté pour ce genre de travail. Mais on a vraiment l'impression que vous faites du dessin, mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un coup de crayon, au lieu que ce soit justement juste un trait, ça fait bouger comme si en fait vous aviez un morceau de lave presque sur l'écran. C'est ça en fait, mon stylo peut me servir à faire plein de choses. Je peux rajouter, enlever de la matière ou déplacer la matière, et je suis vraiment pas limité justement aux contraintes. En fait, ça se travaille comme de la glaise. On va passer entre guillemets à la deuxième partie de votre vie, parce que donc vous avez travaillé pour cette première maison. Après, vous avez travaillé pour d'autres maisons, notamment de luxe particulières. Oui. Juste après ça, j'ai été embauché dans un autre atelier qui ouvrait un pôle CAO, ce qui m'a permis moi du coup de pouvoir être chef du pôle CAO chez eux. Donc c'est à la base un atelier de sertissage qui a étendu ses activités. Donc c'est l'atelier pour Akia.
Là, vous avez eu un tournant, vous nous l'avez dit au début. Oui, Ça tout à fait fait. 2 mois que vous êtes à Nice, venant de Paris. Vous êtes à votre compte, vous venez vraiment de vous installer. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? L'envie d'évolution, l'ambition. J'aime bien vraiment changer. C'est pour ça que j'essaie constamment de découvrir de nouveaux logiciels. C'est pour ça que quand je change de job, c'est toujours pour avoir vraiment quelque chose qui ressemble pas trop à ce que je faisais exactement avant. À l'heure actuelle, je suis en train de créer aussi ma propre marque pour pouvoir, voilà, toujours pareil dans cette continuité et cette évolution perpétuelle. Et alors, pourquoi être parti de Paris où vous aviez les grandes maisons justement de luxe pour venir à Nice où certes vous avez des palaces, on est dans un palace donc c'est encore du luxe, mais il y avait quelque chose de particulier ici? C'était, en l'occurrence ici c'était l'école en fait. Je travaillais depuis un bout de temps déjà avec des gens qui sont venus pour travailler avec cette école, donc et qui m'a proposé de venir enseigner directement. Et je suis vraiment pour le partage de l'information parce que au final c'est vraiment ça qui fait évoluer. Parce que quelqu'un qui acquiert un savoir tout au long de sa vie et qui meurt avec, bah au final une fois qu'il est parti, son savoir ne sert plus à rien. Donc je trouve ça vraiment dommage, et enseigner tout ce qu'on sait, je trouve que c'est vraiment bien. On n'a pas beaucoup de bruit avec la 3D et pourtant, en fait, dans une école de bijoux et de joaillerie, il y en a puisqu'il y a un atelier à côté et je suis avec le directeur de l'école, c'est ça? Je suis le directeur de la partie Les Arts Joailliers qui inclut la 3D, également le travail de sculpture sur cire, le travail du métal, l'usinage, le travail de la pierre, que ce soit en fastage ou en sculpté. Et puis évidemment le design. Pourquoi vous avez pris quelqu'un qui fait de la 3D ici, du design 3D ici comme Victor? Parce que vous pensez que c'est un métier vraiment essentiel maintenant dans ce monde? Effectivement, ce que fait Victor en 3D, c'est juste indispensable. Aujourd'hui, la conception par ordinateur fait partie absolument intégrante du métier. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment un maillon essentiel dans le développement joaillier, comme dans tous les secteurs. Je ne vois pas un métier au monde aujourd'hui où on pourrait revenir sans l'informatique. En vrai, on pourrait fonctionner sans, mais c'est comme s'éclairer la bougie. Ça marche, hein, on s'éclaire, c'est très romantique, mais bon, l'électricité, ça a du bon aussi. Alors, ici, c'est une école à la base de gémologie, où on enseigne surtout la pierre, mais l'idée, c'était vraiment d'apporter cet univers où il y a l'enseignement, mais il y a aussi un vrai monde professionnel par des professionnels et qui prépare au monde réel, qui est celui de la vie active. Et ici, il y a l'enseignement, mais on continue à faire de la fabrication. C'est également un atelier de fabrication de pièces de joaillerie. C'est également un studio de design, c'est aussi un lieu de rencontre, on peut faire des expositions, il y a une salle, on a une salle pour faire les conférences qui est absolument sublime, vu qu'on est dans un ancien palace, hôtel de tout début 1900, donc c'est vraiment, le local est somptueux. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de créer plutôt une approche déjà holistique, qui prend vraiment tous les aspects du secteur, et justement avec un esprit beaucoup plus concret, professionnel et je dirais moderne. Je disais tout à l'heure, c'est un métier qui a l'air de prendre beaucoup de place finalement dans la joaillerie. Est-ce que on trouve du travail facilement? Alors vous avez eu beaucoup de chance pour le premier job, mais après, comment ça s'est passé? Pour trouver du boulot dans ce métier, c'est facile maintenant. Pour le coup, c'est très demandé. L'image que les joailliers ont désormais de la 3D a vraiment évolué et ils ont une image très positive. Ils se rendent bien compte maintenant que c'est vraiment l'avenir un petit peu de notre domaine. Alors, ça fait pas tout. Et on a vraiment besoin des joailliers pour un peu remettre parfois les idées créatives de certains sur les rails. Mais vraiment, pour peu qu'on soit motivé,
c'est sans problème. Il y a certaines choses qui n'étaient pas réalisables avant, en fait, à la main, quoi qui n'étaient pas faisables. Parce que des éléments trop petits, cachés dans des endroits inatteignables, c'était pas faisable forcément tout le temps à l'atelier. Alors qu'à la CAO, en fait, on peut directement travailler à l'intérieur d'un objet sans pour autant toucher à l'intégrité. Et puis, si on veut faire un mécanisme et prévoir déjà à l'avance le volume extérieur, on peut le travailler, retravailler, regrossir légèrement par endroits. C'est des choses qui demandaient énormément de temps en joaillerie directement et qui faisait que parfois en fait c'était pas fait parce que beaucoup trop de temps à passer dessus, alors qu'une fois qu'on le fait en 3D, on voit tout de suite les contraintes qu'on va avoir et on peut plus facilement s'adapter et modifier la pièce en fonction. À l'heure actuelle, de toute façon, la technologie prend dans nos vies, de manière générale, hors métier ou quoi que ce soit, un essor perpétuel. Enfin, personne ne peut nier le fait que de plus en plus de tablettes, ne serait-ce que pour lire des livres, sont toujours, voilà, je les vois dans le métro tous les jours. Le métro, je suis encore de Paris, moi, pas dans le coin. Mais non, effectivement, la technologie et ces différents systèmes, les imprimantes 3D sont de plus en plus abordables. Certaines personnes en achètent, ne serait-ce que pour s'imprimer des petits pots à crayon chez eux, quoi. Donc c'est vraiment un filon qui serait dommage de louper et qui serait une véritable erreur stratégique. Pour exercer le métier de designer 3D dans la joaillerie, retrouvez les formations sur le site savoirpourfaire.fr et rejoignez la filière mode et luxe.